Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, je vois des têtes qui hochent positivement. Donc, merci à vous d'être présents ce matin. On va se quitter vers 11 heures. On a une petite heure et demie pour débattre entre nous. On a eu l'idée de ce webinaire à matière grise, à planète grise, pardon, avec l'équipe, euh, avec Cathy et, euh, et Thomas, que vous entendrez juste après, parce que nous avons, dans le cadre des Assises nationales des EHPAD, certains d'entre vous y ont assisté, d'autres non, initié cet été un questionnaire qu'on a envoyé assez largement et on a eu plus de 350 réponses. 350 réponses, bah, c'est pas grand-chose par rapport au millier de directeurs, mais c'est évidemment nettement le niveau pour estimer que tout ça est représentatif. Donc, sur la base de ces 350 réponses, nous avons décidé de faire une petite restitution lors des assises, pour ceux qui y étaient une fois de plus. Et on s'est dit, c'est un peu dommage de limiter cette enquête et ses résultats et le débat qui peut s'en suivre au seul public des assises. Donc, on a voulu faire ce webinaire aujourd'hui. On est un peu plus d'une centaine. Hein, et nous avons également pour cela et pour alimenter le débat, la réflexion, invité deux doctorants, deux universitaires que je présenterai ensuite, Christine Valin et Rémi Ribière, qui sont actuellement, mais ils l'expliqueront plus précisément et mieux que moi, sur des sujets de recherche autour des parcours professionnels des directrices et directeurs d'EHPAD. Ils ont eux-mêmes, de leur côté, interrogé déjà des dizaines de directeurs, bien plus que nous n'avons pu le faire nous-mêmes. Et donc, on a considéré que entre l'enquête que nous avions faite et les études qui ne sont pas abouties encore, hein, mais qui sont en cours, que ces deux doctorants mènent actuellement, eh bien, le débat pouvait être fécond. Parce que c'est vrai que on parle beaucoup de tarification, on parle beaucoup de réglementation, on parle de fusion soins-dépendance, on parle beaucoup, et c'est heureux, des personnes âgées elles-mêmes, et on parle parfois un peu moins souvent de la situation des directrices et directeurs, des professionnels qui au quotidien sont pris entre les contraintes réglementaires, entre les contraintes tarifaires que vous connaissez tous, et puis une vox populi, une opinion publique qui aujourd'hui considère les EHPAD avec suspicion parfois, avec inquiétude souvent, et vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Voilà, donc on voulait ce matin, et ce ne sera peut-être pas la dernière fois qu'on parle des directrices, des directeurs, de votre métier. Donc je vais sans plus attendre laisser la parole à Cathy Giraud et Thomas Fanfel, qui sont à Planète Grise, ont été en charge notamment de réaliser cette enquête. Et on va d'abord, dans un premier temps, écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et à chaque fois, ces slides seront ponctués par les commentaires, les analyses de Christine Valin d'une part et de Rémi Ribière d'autre part. Donc, je laisse 6 premiers slides se dérouler et nous entendrons ensuite Christine Valin pour les analyser. On part et évidemment ensuite on fera, n'hésitez pas dans le chat évidemment au fur et à mesure à demander des précisions ou à poser des questions et on vous donnera la parole ensuite. Alors d'abord, Cathy et Thomas. Bien, je vais commencer cette présentation. Bonjour à tous. Alors, pour reposer un petit peu le contexte de cette enquête, Luc Broussy vous l'a expliqué, on a eu la chance d'avoir 350 répondants à cette enquête qui a été menée au cœur de l'été. C'était déjà un pari. On a lancé l'enquête fin juillet jusqu'à début septembre, avant les assises pour vous en restituer les premiers résultats. Je remercie d'ailleurs à cet effet les partenaires presse qui ont relayé cette enquête auprès de vous, directeurs. On a aussi fait appel aux fédérations pour pouvoir aussi être un relais. Et on a aujourd'hui donc 350 répondants à cette enquête. Alors, je vais demander à Thomas de dérouler les slides.
Alors, sur le profil des répondants, d'abord, on s'est intéressé au secteur d'où vous venez et sur les 350 répondants, 41% d'entre vous viennent ou sont directeurs d'EHPAD dans le secteur privé à but non lucratif, 38% du public et 21% du secteur commercial. Alors, on s'aperçoit qu'il y a une toute petite sous-représentation du secteur public dans nos répondants, puisque dans le panorama actuel des établissements et des EHPAD, le secteur public, c'est 49%. Ici, on a 38% de directeurs et une légère surreprésentation du secteur privé à but non lucratif. Les répondants du secteur privé commercial sont exactement dans la même proportion que les EHPAD français. Voilà pour vous dresser le panorama des répondants. On a, je dois l'avouer, un petit biais dans notre enquête, c'est qu'on a oublié de vous demander si vous étiez plutôt un homme ou une femme. On en parlait avec Christine Valin. C'est quelque chose qui aurait pu être éclairant pour chacun des constats qu'on aura fait, mais on s'est appuyé quand même sur le panorama du secteur, l'adresse, le rappel dans son enquête EHPA 2023, comme depuis une dizaine d'années, 2 directeurs sur 3 sont des directrices. Donc, si plus tard dans la présentation, vous voyez qu'on parle de directeurs ou de répondants, sachez que dans le panel, il y a très probablement la même représentation de près de 2 tiers de femmes dans les directeurs. Sur les profils, on s'est intéressé ensuite à votre âge et à votre ancienneté dans le secteur pour ensuite aller vers d'autres constats. Dans les répondants à notre enquête, sur 350 répondants, encore une fois, près de la moitié, 44% des directeurs sont dans la tranche des 50-59 ans. On a ensuite des directeurs de 40 à 49 ans, de 30 à 39 ans, beaucoup moins de directeurs de moins de 30 ans, 4%, et un petit peu plus de directeurs de 60 ans et plus, 7%. Donc, un panel qui est quand même un panel de profils expérimentés, et on s'est donc intéressé à votre ancienneté comme directeur ou directrice d'EHPAD. Alors, de manière globale, sur le panel, l'ancienneté est généralement de plus de 10%, 44% des répondants ont plus de 10 ans d'ancienneté comme directeur d'EHPAD. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé d'affiner, là vous ne l'avez pas en graphique, mais de savoir si dans cette représentation des directeurs de 50 à 59 ans, qui ont donc majoritairement répondu à notre enquête, quelle était leur ancienneté à ces directeurs de 50-59 ans. Et on s'est aperçu que parmi ces directeurs âgés de 50 à 59 ans, donc ils ne sont pas en début de carrière, on peut le dire, eh bien 53%, plus de la moitié, avaient une ancienneté de plus de 10 ans. Mais ça veut dire quand même qu'il y a 47% des directeurs âgés de plus de 50 ans, donc près de la moitié, qui ont moins de 10 ans d'ancienneté en tant que directeurs, donc qui sont devenus directeurs d'établissement après 40 ans. C'est important après dans le propos qu'on pourra avoir sur la trajectoire. On a regardé ça aussi pour les autres catégories d'âge. Pour les 40-49 ans, les directeurs dans cette tranche d'âge, eh bien, c'est 57%, plus de la moitié, qui a moins de 10 ans d'expérience. Donc là encore, dans ces directeurs, on peut se dire qu'ils sont devenus directeurs d'EHPAD après 30 ans. Donc il y a eu un autre début de carrière. De la même manière, les 60 ans et plus, un tiers a une ancienneté en tant que directeur de moins de 10 ans. Donc, ça montre bien qu'on arrive dans ces métiers de directeur aussi parfois en milieu, voire en fin de carrière. On vous a donc interrogé sur les trajectoires. Alors, on s'est intéressé aux 197 répondants sur 350 qui nous ont dit qu'ils venaient d'un autre secteur. Vous voyez, c'est un chiffre conséquent. Dans les 197 directeurs qui viennent d'un autre secteur, près de la moitié viennent du secteur sanitaire hospitalier, un secteur donc plutôt proche de notre secteur médico-social personnes âgées. Il y a aussi 20% de ces directeurs qui ont changé de carrière qui viennent d'un autre secteur proche, le secteur social ou le secteur du handicap.
Puis ensuite, c'est beaucoup plus diversifié. On a plein d'autres secteurs d'où vous provenez, vous, les directeurs, avec des chiffres beaucoup moins significatifs si on les regarde les uns à part des autres. Vous venez du secteur de l'éducation, de l'industrie, du conseil, du commerce, de la banque, des finances, du juridique, des ressources humaines. Alors, on voit là-dedans qu'il y a toutes les compétences qu'on demande à un directeur, mais vous pouvez provenir de tous ces domaines-là et même de la restauration, de l'hôtellerie. On sait qu'il y a des profils de ce type-là parmi les directeurs. Voilà ce qui est apparu dans nos chiffres. Je vais laisser tout de suite la parole à Christine Valin, qui a justement beaucoup travaillé sur les trajectoires des directeurs et qui va probablement nous amener d'autres éclairages. Christine, je vous laisse la parole. D'accord, oui, tout à fait. Donc, mon sujet de recherche porte sur les parcours de vie des directeurs et directrices. Donc, ça m'amène à croiser le fil personnel avec le fil professionnel. Et je regarde tout cela dans le contexte de l'évolution des EHPAD. Juste vous dire peut-être que je suis doctorante au laboratoire de sociologie du CERIES à l'Université de Lille. J'ai terminé mon enquête, donc c'est ma 4e année de rédaction cette année-ci. Pour vous dire aussi sur quelles données je travaille, donc il y a un questionnaire qui a beaucoup circulé et certains ou certaines parmi vous ont peut-être répondu. Donc j'avais eu 420 réponses. C'était un questionnaire ciblé sur les mobilités. J'ai eu 70 entretiens aussi. Et puis une forme particulière, une démarche participative avec un groupe participatif, donc d'une vingtaine de personnes qui sont ou qui ont été directeurs ou directrices d'EHPAD, et ils accompagnent la recherche sur les 3 ans. Donc là, on est à une trentaine de séances de travail, ce qui me permet de préciser, d'approfondir beaucoup les informations que j'ai pu recevoir en entretien. Et je remercie encore les personnes de ce groupe participatif qui m'apportent vraiment des informations essentielles, extrêmement précieuses, très proches du vécu des directeurs et directrices. Donc vous avez affiché sous les yeux ce schéma où là je vais travailler dans un premier focus sur l'entrée dans le métier. Donc Cathy Giraud vous a dit effectivement qu'on a des trajectoires variées. Bah, si je le précise un petit peu, on a effectivement 3 entrées différentes. La première entrée, c'est l'entrée directe. On a 25 ans. On sort de l'école avec un master de management d'établissements médico-sociaux. Là, j'ai eu 13 entretiens comme ça. La deuxième, c'est l'évolution professionnelle. On a 40 ans, on a été infirmière, cadre de santé, et on prépare le CAFDES. Là, j'ai eu 26 entretiens. Et la troisième voie, c'est la reconversion professionnelle. On a 45, 50 ans, voire 55 ans. On fait une reprise d'études qui prépare à diriger un EHPAD, et j'ai eu 31 entretiens de cette nature. Ça amène à regarder avec un autre regard, effectivement, les slides qui ont précédé. En raison des parcours aussi différents, là, je ne dis pas tout. Cathy Giraud a commencé de le dire, voire il trompe. On peut être une directrice de 54 ans, avoir 2 ans d'ancienneté, on peut avoir 35 ans et 10 ans d'ancienneté. Par rapport aux recruteurs et recrutrices et par rapport à l'entrée dans le métier, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque tout le monde n'aura pas les mêmes besoins. Et peut-être qu'il y a quelque chose là à creuser par la suite. Ensuite, une autre chose par rapport aux fonctions qu'on a exercées avant de devenir directeur-directrice. Donc, vous l'avez dit, hein, les autres secteurs, chacune est à moins de 10%, mais cumulé, on est sur 34% des répondants qui viennent de ailleurs que le médico-social, ailleurs que la santé. Donc, un tiers des professionnels de l'échantillon ici qui est concerné. Donc ça veut dire qu'il y a des attentes, des besoins, des ressources, déjà des compétences extrêmement affirmées, mais très très variables. Il y a des personnes qui ont déjà exercé des fonctions de direction, qui ont travaillé à l'international et qui arrivent dans l'EHPAD. Et dans le questionnaire de mon côté sur les mobilités, donc les 420 réponses, ces mobilités sont confirmées. 70% des répondants ont travaillé dans un autre domaine que le médico-social à un moment donné de leur carrière, et 33% dans une fonction de direction. Maintenant, je vais reprendre ce passage des entrées avec un filtre, qui est un des filtres que j'utilise, c'est le filtre des aspirations. Qu'est-ce qui amène à devenir directeur-directrice quand on a 25 ans, quand on a 40 ans ou quand on a 55 ans? En entrée directe, donc là,
on a 25 ans, on sort d'école. Ben, pourquoi est-ce qu'on a fait cette école? Ben, on a fait cette école, souvent, on me dit que c'est parce que je voulais faire un master, et puis c'était pas très loin de chez moi. Il y avait une appétence pour le médico-social, il y avait bien ça. Et puis dans les aspirations à exercer une fonction d'encadrement d'équipe, prendre des responsabilités. En revanche, pas toujours d'aspiration à diriger un établissement, pas toujours d'aspiration à travailler en EHPAD. C'était pas là, dans les motivations premières. Et puis aussi des aspirations à ne pas sacrifier sa vie familiale à sa vie professionnelle. En évolution professionnelle, dans les aspirations, aspiration à une mobilité hiérarchique, un surcroît d'autonomie, à l'invention de son propre style de management et à diriger un établissement. En gros, ben, à 40 ans, on commence à en avoir un peu assez d'avoir beaucoup d'injonctions, pas suffisamment de prise de décision. En revanche, pas toujours d'aspiration à entrer dans la culture du médico-social quand on vient de l'hôpital, et des aspirations à ne plus rester donc sous l'autorité de son supérieur. Pour la troisième voie, la voie de reconversion professionnelle, dans les aspirations, là, très clairement, on est dans la recherche d'un travail avec et pour autrui, comme dit François Dubé, le sociologue. On me parle de besoin de retrouver du sens, besoin d'un travail avec l'humain. Aspiration à sortir d'un contexte marchand, très souvent évoqué, à travailler dans le médico-social et avec, pour des personnes âgées. En revanche, pas toujours d'aspiration à gagner plus qu'auparavant. On gagnait déjà bien sa vie. Pas toujours d'aspiration à avoir une progression professionnelle encore importante. Et puis, en revanche, assez marqué aussi, des aspirations à ne plus supporter des contraintes très fortes et à ne plus travailler autant. Et dans mes répondants, j'ai un tiers des personnes qui a connu une période de burn-out. Donc, si je résume, on a un moment d'entrée dans la profession qui est marqué par la diversité, selon les voies d'entrée, avec des personnes aux besoins différents et aux forces différentes. Et puis, on voit aussi que ces personnes ont des aspirations différentes, mais qui parfois se heurtent au mur du réel, et c'est ce qu'on verra plus loin dans la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Donc le deuxième item, on a voulu s'intéresser au métier, à votre métier, l'organisation de votre journée et le cœur de ce qui compose votre métier. On voulait s'intéresser dans cette deuxième partie à ce qui compose, à ce qui faisait vos journées, ce qui composait le. On n'entend toujours pas? Non. Alors, moi j'avais le micro activé. C'est bon là, hein. Je pense que ça marche bien, hein. C'est bon, vous m'entendez? Bon, super. Alors, pour la troisième fois, je ne sais pas qui a entendu déjà mes deux premières présentations. On voulait juste, pour la deuxième partie, vous présenter un petit peu les chiffres qui composaient notre deuxième item, qui s'intéressait à la journée type des directeurs et à ce qui faisait leur corps de métier. Et donc, première question qu'on avait décidé de poser, c'était on avait demandé aux répondants de nous dire ce qui monopolisait le plus de leur temps. Et donc, cette donnée assez parlante et qui avait beaucoup été reprise dans les médias notamment, c'était 75% des répondants, donc des 350 répondants à notre enquête, qui consacraient l'essentiel de leur temps à la gestion des ressources humaines. Donc, très largement devant tous les autres items, on avait essayé de classer plusieurs domaines. Donc, les ressources humaines, il y avait le commercial avec la gestion des TO, on avait le suivi qualité, la gestion finance-budget, les relations avec les familles et les relations avec le conseil départemental et les ARS. Et donc, on voit clairement que sur le premier choix, on vous avait demandé de le classer par choix, finalement. Donc, sur le premier choix, on voit que les ressources humaines apparaissent très largement en tête et les autres bien en dessous. Et par contre, quand on regarde sur ce que vous avez décidé de mettre en sixième choix, on voit là que les relations avec les autorités, conseil départemental et ARS arrivent largement en sixième choix sur le temps que vous prenez au travail. Et sur la slide d'après, par contre, c'était le pendant de cette première question. Donc là, c'était pas le temps que vous prenez, mais l'intérêt que vous portez pour ces différents secteurs. Et là, on voit justement donc, les ressources humaines apparaissent toujours en tête de ce premier choix.
Et ce qui nous a semblé intéressant de souligner, c'est que la commercialisation, donc notamment la gestion des TO, qui vous prennent beaucoup de temps et qui arrivaient en troisième tâche de temps passé, était loin d'être la préférée à travers tous les choix possibles de l'intérêt que vous portez. Et pareil, quand on regarde ce que vous classez en dernier choix, on voit que les relations avec le conseil départemental et les ARS apparaissent en dernier choix sur l'intérêt que vous portez. On a voulu aussi vous demander, on vous a demandé les horaires que vous pratiquez, que vous faites dans votre journée. Donc, le début de la journée, un chiffre qui nous a marqué aussi, c'est qu'un directeur sur trois commençait sa journée avant 8 heures. Donc 32%. 38% ont répondu entre 8 et 9 heures et un tiers après 9 heures. Et quand on demandait jusqu'à quelle heure vous travaillez, on a observé que la moitié des répondants quittaient l'établissement après 19 heures. Voilà, donc 41% après 19 heures. Et quand on cumule après 20 heures et après 19 heures, on arrivait à la moitié des répondants. Donc, je disais, la première activité de la journée, on vous a posé la question de quelle était la première activité que vous pratiquiez en arrivant, et on voit que le management de proximité, donc notamment faire le tour des couloirs, était arrivé largement en tête, bien derrière toutes les autres activités, donc gérer le planning et les remplacements, les urgences logistiques, les animations de réunion, le lien avec les familles. Ce qui faisait le lien avec ce qu'on observait dans les constats précédents, et le point sur la situation budgétaire. Et enfin, on vous a demandé donc de classer où vous passiez le plus de temps au travail finalement, et ce qui apparaît assez impressionnant également, c'est qu'en premier choix, vous répondiez que vous passiez 83% de temps dans votre bureau. Et seulement avec 75% en deuxième choix, vous passiez du temps dans les couloirs à aller rencontrer les résidents notamment. Donc, c'était 75% en deuxième choix. Et sur le premier choix, vous étiez 16% à répondre que vous alliez dans les couloirs et à la rencontre des résidents. Voilà. Donc, données assez parlantes également, qu'on n'avait pas pu détailler sur les assises des EHPAD, mais on a voulu analyser aujourd'hui avec vous. Donc, je vais laisser la parole à Rémi Ribière, qui va justement vous détailler le temps de travail des directeurs qui porte plus précisément sur sa recherche. Alors, bonjour, merci à Planète Grise pour l'invitation. Alors, moi, je m'appelle Rémi Ribière, je suis doctorant en sociologie du travail à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, et aussi dans une petite entreprise qui s'appelle Arbitrium, qui évolue dans le monde médico-social des EHPAD notamment. Et ma recherche porte plutôt sur les questions de sens du travail, de conditions de travail, et plus généralement et plus globalement d'activité. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le travail, l'activité. Et donc, j'ai mené des entretiens, plus de 30 entretiens, 35 exactement. Et aussi, j'ai mené des observations. Donc, mon enquête est presque finie, mais c'est pas encore tout à fait fini. Voilà. Alors, sur les quelques données qu'on a pu voir, il y a plein de choses évidemment très intéressantes. Et ce qui est intéressant, notamment au niveau du sens, hein, c'est cette idée que ce qui occupe beaucoup de temps, c'est ce qui est appelé RH, ressources humaines. Alors, en fait, on voit que ce qui est précisé dans les slides, c'est qu'en fait, ça couvre une très grande diversité d'activités. Donc, il y a la question de la gestion d'équipe, du planning, du recrutement. Donc, ça englobe un peu ce qui est qualifié dans le vocabulaire des enquêtés de management, hein, d'encadrement d'équipe. Donc, il y a une partie de ces activités qui peuvent être partagées avec les cadres de proximité, les IDEC, mais il faut évidemment les problèmes, que ce soit les problèmes RH ou d'autres types de problèmes, les problèmes logistiques, les problèmes techniques par exemple, même s'ils peuvent être en partie délégués, ils finissent toujours par remonter à la direction, qui est la plus haute autorité de l'établissement. Donc voilà, il y a une sorte de force centripète de la fonction de direction sur les problèmes, et donc on voit que ça occupe beaucoup de temps.
Ce qu'on comprend en fait dans ces résultats, c'est qu'en fait, on peut constater la position organisationnelle très singulière des chefs d'établissement qui sont des cadres intermédiaires de proximité, c'est-à-dire qui ont en quelque sorte un pouvoir de cadre intermédiaire, voire qui peut aller au-delà, une autonomie très singulière à la tête de leur établissement, mais qui en même temps sont en proximité du quotidien. Donc c'est une position qui a des avantages évidemment pour la direction, puisqu'on est proche du terrain, on est proche des équipes, on sait un peu ce qui se passe voilà, dans les couloirs. Ça peut même faire partie des aspirations, de ce que Christine appelait des aspirations dans le cadre de réorientation professionnelle, de reconversion. On va chercher à se rapprocher de la proximité quand on en était un peu loin. Et puis, ça a un avantage, ça a des avantages pour les équipes aussi, puisque, en quelque sorte, avoir quelqu'un qui a du pouvoir en proximité, ça permet au travail réel, aux équipes, d'exister dans les organisations aussi. Donc, c'est quelque chose qui a divers avantages. En revanche, évidemment, on voit bien qu'il y a un écart entre l'activité qui est, pour la majorité, dominée par les préoccupations, la catégorie RH, on va dire, avec tout ce qu'elle englobe, et en fait la diversité réelle des aspects privilégiés du travail. Et en fait, on peut voir une partie, voire la majorité des directeurs qui peuvent avoir le sentiment de ce qu'on appelle en clinique du travail une activité empêchée. C'est-à-dire qu'on va avoir une aspiration de réaliser des choses, une aspiration à avoir de l'influence sur l'organisation, à développer des projets, à avoir une activité stratégique, mais finalement, on ne va pas pouvoir le faire et cette activité qui est empêchée, elle reste dans l'esprit et comme quelque chose de frustrant. Voilà. Et donc évidemment, c'est pas systématique, mais c'est une réalité. Et puis, il y avait c'était une question très intéressante sur finalement la pratique de la présence dans les couloirs, la pratique du tour dès qu'on arrive. En fait, c'est dans le prolongement de ce que je disais, c'est-à-dire c'est cette proximité, cette nécessité de connaître, de savoir ce qui se passe, hein, de ne pas être complètement largué. Et en fait, cette pratique, cette pratique du tour, des couloirs, elle a plusieurs intérêts. D'abord, c'est un peu un moyen de voir, hein, d'avoir accès à l'information. En plus, évidemment, de tout un tas d'autres pratiques, comme le fait de lire les transmissions, par exemple, ou de participer à des réunions de lancement de journée avec les équipes. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui permettent d'avoir les informations. Mais en fait, elle a aussi, c'est donc de voir, le but c'est de voir, mais c'est aussi d'être vu. La sociologue Anne Barrère, qui a travaillé, elle, sur le métier des chefs d'établissement scolaire, elle parle de présence terrain et qu'elle décrit comme le travail d'être là. Et en fait, c'est évidemment un espèce de jeu d'équilibriste parce que, bah, évidemment, si la direction n'est pas assez présente sur le terrain, elle se le verra reprocher. Donc, c'est il ou elle est toujours dans son bureau. Mais à l'inverse, si elle est trop présente, ça peut passer pour du contrôle. Donc, voilà. Donc, il, elle est toujours derrière nous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui est voilà, qui est nécessaire et qui a plusieurs, voilà, plusieurs intérêts. Voilà, peut-être un petit mot sur le lieu de travail aussi, puisque effectivement il y a la présence dans le bureau, il y a aussi la présence dans les couloirs qui est mise en avant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait il y a une grande, enfin, voilà, et directeur ou directrice d'EHPAD, quelqu'un qui va diriger un établissement, au moins un établissement. En fait, il y a une grande diversité de configurations. C'est-à-dire que aujourd'hui, en plus, avec le phénomène de concentration économique, c'est-à-dire de regroupement des établissements, que ce soit dans des associations, dans les groupes privés, mais aussi, et aussi évidemment dans le public, avec les groupements, nouveaux types de groupements qui apparaissent, bah, en fait, le lieu de travail, il va parfois être plus éloigné du terrain, puisqu'en fait, certes, on va être dans les couloirs, on va être dans son bureau, mais si on gère 2, 3, voire 4 établissements, plus des services à côté, encore une fois, voilà, on peut être moins présent sur le terrain. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais vu, il me semble. Ouais, voilà, ça me revient. Merci. Merci, Rémi. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, on va reprendre justement sur le thème de l'autonomie du directeur.
dès qu'on a la vignette qui arrive, on s'est interrogé sur ce sentiment d'isolement. On entend souvent des directeurs ou plus globalement également des chefs d'entreprise parler de leur sentiment de solitude et d'isolement. Et on s'est aperçu au travers de cette question, est-ce que vous sentez seul, autonome, contraint, que près de 40% des répondants nous ont dit qu'ils se sentaient très autonomes et que ça leur allait bien. Alors, ça fait complètement écho à ce que disait Christine Valin sur les aspirations à un moment donné de la carrière des professionnels d'être autonome. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de responsables de recrutement ou de responsables RH qui participent à ce webinaire. Ben voilà quelque chose qui peut peut-être convaincre ou être un argument pour recruter les directeurs. C'est un métier où on peut être autonome et s'épanouir. Alors, il y a évidemment aussi des professionnels qui étaient moins positifs et qui nous ont dit qu'ils se sentaient souvent seuls dans l'exercice de leurs responsabilités. Alors, on a regardé en petit focus si c'était lié au secteur, au statut de l'établissement. On retrouve surtout ce sentiment-là de se sentir seul dans le secteur privé non lucratif. Mais curieusement, chez les directeurs qui font partie d'une association, puisqu'on avait une première intuition de se dire bah, ça peut être peut-être dans les établissements publics autonomes ou dans les établissements privés non rattachés à des groupes, et bien voilà, c'est plutôt dans le secteur privé non lucratif et plutôt chez les directeurs qui font partie d'associations. Et puis, moins de 20% des répondants nous ont dit se sentir trop contraints par la structure, que ce soit un conseil d'administration ou un siège. Et dans ce constat-là, c'est complètement partagé entre les trois secteurs, c'est vraiment équivalent. Et puis 12% des répondants nous ont dit qu'ils ne se retrouvaient dans aucun de ces trois constats, ni trop contraints, ni trop seuls, ni très autonomes. Alors, toujours dans ce qui fait le quotidien d'un directeur, on vous a demandé ce qui vous angoissait quand vous quittiez l'établissement, ce qui vous poursuit comme souci. Eh bien, c'est encore les soucis, les sujets RH, les problématiques de recrutement sans surprise, l'organisation du planning qui reste une préoccupation, même quand on quitte l'établissement. Et justement, on vous a demandé aussi si vous arriviez à décrocher de temps en temps le droit à la déconnexion. Près des 2/3 des répondants n'arrivent pas du tout ou très rarement à lever le pied le week-end. C'est 69% des directeurs du secteur privé, 54% des directeurs du secteur public qui n'arrivent pas à décrocher ou qui trouvent ça compliqué en lien avec les sujets de préoccupation dont on a parlé juste avant. Alors là encore, je redonne la parole à Rémi parce que je pense que vous avez des éclairages à nous donner sur ce droit à la déconnexion. Tout à fait. Alors, c'est vrai que il y a la notion de déconnexion et de lever le pied. En fait, on voit que derrière ça, il y a vraiment une diversité de problèmes. On peut identifier plusieurs types on va dire, de surconnexion à l'établissement. Alors déjà, il y a la manière, il y a le fait de ramener du travail à la maison de manière, on va dire, plutôt choisie. C'est-à-dire qu'on va ramener des dossiers sur lesquels on va pouvoir avancer, puisqu'en fait, quand on est chez soi, alors là, il faudrait comparer aussi la situation des hommes et des femmes, mais on a un cadre de travail qui peut être plus propice à la concentration que dans l'établissement, on va être interrompu en permanence. Et dans ce cas-là, le surtravail peut être pourvoyeur de sens dans la mesure où on va pouvoir avancer sur le fond. Donc de compenser un petit peu cette activité empêchée qu'on constatait tout à l'heure. Et alors le problème, c'est qu'il y a une autre source de surtravail qui est en fait beaucoup moins maîtrisée, qui est l'irruption du quotidien de l'établissement à domicile sur les temps personnels. Donc évidemment, on peut penser à une absence imprévue de personnel, aussi à des problèmes divers comme un conflit violent. Alors, une directrice m'avait raconté qu'une fois où elle était en vacances, elle avait été appelée parce qu'il y avait une violente agression voilà, d'un résident sur un autre, et en fait, elle avait eu à gérer avec la police à distance cette affaire-là, quoi. Donc effectivement, ça peut être quelque chose, pour le coup, qui est très envahissant.
Et donc dans cette notion de connexion ou de déconnexion, donc il y a cette notion de couper ou pas couper, on peut englober ces deux formes de surtravail. Il y a aussi la notion évidemment de connexion mentale, hein, cette idée qu'il va y avoir des problèmes qu'on va garder en tête et desquels on va avoir du mal à se détacher quand on est chez soi, et ce qui peut être reproché d'ailleurs par les proches. Ce qui est, encore une fois, ça peut être lié aussi à la spécificité de l'EHPAD qui ne s'arrête pas de tourner quand on quitte l'établissement le soir. L'EHPAD, il continue de vivre 24 heures sur 24. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une source de préoccupation presque permanente. Et d'ailleurs, les téléphones professionnels sont un peu des oiseaux de malheur qu'on va craindre, puisque effectivement, dès qu'il y a un message, une notification, ça peut être un problème qu'on va devoir résoudre. Alors, il y a des possibilités de gérer un peu cette situation de surconnexion. Donc, il n'y a pas de miracle, mais il y a la possibilité d'apprendre à déléguer, d'apprendre à faire confiance. Évidemment, c'est pas facile, puisque enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une responsabilité pénale et civile des directeurs sur leurs établissements. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose qui vient avec l'expérience souvent, hein. En tout cas, c'est ce qui revient dans les entretiens. Et puis au début, on n'ose pas, puis on prend progressivement conscience que c'est une nécessité, hein, de déléguer, sinon on s'en sort pas. Mais voilà, c'est possible que pour certains problèmes, et encore une fois, ça repose sur une confiance et dans des relations de confiance qui sont longuement construites avec les cadres et avec les professionnels en général. Merci Rémi. Donc, je vais poursuivre la présentation. Donc, nous avons également demandé aux répondants leur avis sur la rémunération, comment ils jugeaient leur rémunération, et on observait que près de 2 tiers des répondants la jugeaient insuffisante, contre seulement 35 qui la considéraient correcte. Et alors, curieusement, 72%, donc des directeurs commerciaux, donc une surreprésentation pour les directeurs commerciaux, contre 65% pour le public et 58% pour le secteur à but non lucratif, qui la juge insuffisante. Et on a également voulu croiser par âge, et on s'est rendu compte que donc 70% des directeurs qui avaient moins de 40 ans la jugeaient insuffisante, contre 60% des plus de 50 ans. Donc, avec toutes les précautions on a voulu prendre, évidemment, c'est un sentiment de rémunération, ce qui ne présage pas toujours de la réalité. Ensuite, on vous a demandé de classer un certain nombre de constats sur votre avis et le métier de directeur. Donc, on observe que les constats les plus pessimistes sur l'avenir du secteur arrivent largement en tête. Et notamment, en premier lieu, je considère que ce métier est plus difficile qu'avant. En second, les équipes sont de plus en plus découragées. On peut également citer en quatrième, l'EHPAD bashing qui sévit dans les médias a un impact très négatif sur notre activité quotidienne. Et à l'inverse, les constats que vous avez classés en dernier sont les plus positifs et optimistes sur l'avenir. Les médias qui nous critiquent, mais cela ne change pas grand-chose à nos relations avec les familles. Et également, nos missions se renouvellent et nos métiers continuent d'être enthousiasmants. Dernier item de cette enquête, on vous a posé des questions sur l'avenir et votre vision de votre métier à l'avenir. Et alors, première question sur votre envie sur la suite, comment vous voyez votre métier à la suite. Et on observe qu'il y a une forte envie de départ dans le métier. Donc 86% des répondants envisagent donc à moyen ou à long terme de changer de profession. C'est quand on cumule les deux, vous avez bientôt envie d'aller voir ailleurs et vous voyez encore rester quelques années dans le secteur, qu'on arrivait à ce pourcentage un peu choc qui avait d'ailleurs été aussi repris dans les médias suite à la présentation qu'on en avait faite aux assises. Et quand on creuse un petit peu par secteur, par statut, on se rend compte que chez les directeurs du secteur associatif, le
le nombre était un peu plus élevé, donc il y avait 45% des directeurs associatifs contre 39 dans le panel général qui avaient envie de changer de profession. Et alors également, on a voulu faire un petit focus sur l'âge, et on se rendait compte également que 46% des directeurs plus jeunes, j'ai entre 40 et 49 ans, avaient envie d'aller voir ailleurs et de quitter prochainement leur métier, ce qui était plus élevé que les classes d'âge supérieures. Voilà, cette envie qui se manifestait beaucoup dans notre enquête, mais qui, comme va nous l'expliquer, nous l'indiquer Christine tout à l'heure, qui ne se traduit pas toujours par un départ effectif. Je laisse la parole à Christine qui va vous apporter un focus sur ce sujet-là. D'accord, merci. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, commenter un schéma des trajectoires, mais cette fois-ci avec le focus sur 2 moments. Un premier moment, juste dans les 5 ans après l'entrée dans la profession, donc après les pointillés, puis on voit cette diagonale là qui s'en va. Donc c'est un premier moment. Et ensuite, je mettrai un autre focus sur quelque chose que je situe à 10 à 15 ans avant la retraite, où là, vous voyez une diversité de types que je vais vous préciser juste après. Je voulais reprendre au vol l'expression qui a été citée dans le questionnaire, c'est l'envie d'aller voir ailleurs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette expression? Assez souvent, c'est traduit par c'est l'envie de quitter la profession. Et ma recherche montrerait, d'après encore une fois les données que j'ai, que c'est pas du tout aussi clairement lié. Je reprends et j'explicite à partir donc les 2 moments. Je commence par le moment de sortie précoce de la profession où là, effectivement, j'ai repéré des sorties précoces, donc à moins de 5 ans, plutôt dans 2 entrées. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait l'entrée directe, l'entrée par évolution professionnelle et l'entrée par reconversion professionnelle. Dans l'entrée directe, comme tout à l'heure aussi, je vous rappelais les aspirations et puis je vous disais que le mur du réel arrivait. Les aspirations en entrée directe, je vous disais, c'était exercer une fonction d'encadrement d'équipe, prendre des responsabilités, mais pas toujours d'aspiration à diriger un établissement, à travailler en EHPAD, et des aspirations à ne pas sacrifier sa vie familiale et sa vie professionnelle. Le mur du réel à l'entrée, ça peut être dans les épreuves, hein, il y a des dysfonctionnements liés à des problèmes de recrutement. La chose qui émerge très fort et qui peut être un motif, on va dire la goutte d'eau qui déclenche le reste, c'est la prise sont les cas de conscience. Une ancienne directrice qui me disait que ne pas avoir réussi à empêcher l'apparition d'escars sur une résidente avait été pour elle le déclencheur de « je ne peux pas continuer ». La prise de conscience aussi que la responsabilité est totale, au moins au moment de la décision, on sera l'auteur de cette décision. La proximité de la mort aussi, les personnes en entrée directe n'avaient pas forcément choisi l'EHPAD et on sait qu'en moyenne, il y a 20 décès par an par établissement. Donc cette proximité avec la mort, le temps de travail important, en débordement, et comme le disait Rémi tout à l'heure, et lorsque ça arrive au moment où on commence à dire peut-être que je voudrais avoir des enfants, mais on ne peut pas se projeter, et dans ce temps de travail, l'indisponibilité mentale aussi que Rémi redécrivait bien, et puis ce projet d'enfant. Donc ça peut être des facteurs de déclencheurs, surtout au moment de l'entrée directe, avec des supports, donc ce qui va aider à faire face à ces épreuves qui vont être défaillants. L'absence d'un comité de directeur soutenant, lorsque c'est le cas, une formation dont forcément, ça ne prépare pas à la complexité du management. Ça peut préparer à beaucoup de choses, mais sans doute pas à cette complexité. Des expériences professionnelles antérieures, donc qui ne sont pas là pour donner des guides adaptés. Ça, c'est le premier cas pour l'entrée directe. En reconversion professionnelle, j'ai effectivement constaté des sorties, pas si importantes que ça, mais il y en a. Et là aussi liées aux aspirations.
Je vous rappelle, on arrivait pour un travail avec et pour autrui, un métier d'humain qui ait du sens, la sortie d'un contexte marchand, pas toujours d'aspiration à gagner plus ou avoir une progression professionnelle et des aspirations à ne plus supporter des contraintes très fortes ou à travailler autant qu'avant. Et là, le mur de réel et des épreuves, ça va être un écart de salaire avec la fonction précédente. Certes, on ne voulait pas gagner plus, mais finalement, il y a une diminution très importante. Des contraintes qui sont différentes, mais qui restent très fortes. Et puis, une quantité de travail qui reste extrêmement importante. Donc, pour compenser, les supports pour faire face, on a parlé plusieurs fois d'autonomie, des supérieurs hiérarchiques directs qui parfois sont dans le contrôle plutôt que dans la réflexion partagée, ce qui serait le goût à ce moment-là de la carrière, et puis des moyens qui sont jugés insuffisants. On voulait faire bien son travail, prendre soin des personnes âgées, et puis finalement, par rapport aux injonctions à la qualité des résidents et les moyens que l'on a pour le faire, les personnes me disent ça a été mon déclencheur, et je dis je ne veux pas refaire ça. Je fais maintenant le focus sur le deuxième moment, les 10-15 ans avant la retraite. Là, que se passe-t-il? Il y a des sorties, vous voyez, j'ai repéré 6 cas, puisqu'il n'y a pas que des sorties. Si je commence par le bas, un premier cas, et ensuite je l'ai détaillé, ça va être aller voir ailleurs, ça voudrait dire faire une mobilité à l'intérieur du médico-social, mais on sort du secteur des personnes âgées. La deuxième chose, ça va être, on va aménager son travail. La troisième chose, ça sera une mobilité entre EHPAD ou entre secteurs. La quatrième, une mobilité hiérarchique ascendante. La cinquième, une mobilité vers une profession parallèle reliée à la direction, je le dirai plus tout à l'heure. Et donc le sixième cas, effectivement des sorties. Donc, si je reprends le premier cas, déjà dans 5 cas sur les 6, la plupart du temps, on ne quitte pas la profession, on ne change pas tout son contexte de travail, mais on change certains éléments. Dans le premier cas, on reste directeur ou directrice, donc pour la mobilité à l'intérieur du médico-social, mais une sortie du secteur des personnes âgées, on change de public, mais on change de champ. Et là, ce que j'ai remarqué le plus courant, ça a été le passage dans le domaine du handicap. Le deuxième cas très fréquent, ce sont des aménagements de son travail. Là, on apporte des modifications qui aident à mieux vivre personnellement son travail. Et ça, c'est quelque chose, j'insiste beaucoup là-dessus, puisque dans l'étude sur la profession, souvent, on va voir un moment où on va juger que la profession, c'est comme ça. Non, c'est comme ça lorsqu'on a 25 ans, et puis c'est différent lorsqu'on a 40 ans, et lorsqu'on en a 50, et lorsqu'on en a plus de 60, avec un âge de la retraite, faut-il que je le rappelle aussi, qui arrive plus tard. Donc, l'idée de réfléchir l'aménagement aussi des parcours de carrière et des conditions de travail, ce que les enquêtés et toutes les données que je récupère, ça me fait mettre vraiment un point d'attention particulier là-dessus. Alors, dans les types d'aménagement de son travail, la première chose, d'abord, on a recours à des aides extérieures. On m'a très souvent parlé de coach, de thérapeute, certains proposés par l'employeur, mais très souvent, dans mes entretiens, ils étaient plutôt choisis et rémunérés par les personnes elles-mêmes. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle reprendre de l'air. Et dans les projets, comme Rémi en parlait aussi, des projets sont souvent présentés comme ceux qui animent. Via des partenariats, des dispositifs, et une directrice disait ça m'amène à lutter contre l'urgence au profit du moyen terme, et quand j'ai réussi à faire ça, j'ai l'impression que j'ai tout gagné. Un troisième aménagement, c'est prendre de la hauteur. Souvent, les directeurs, directrices disent qu'une chose qui leur manque, c'est une dimension intellectuelle. Ils me disent, je n'ai plus le temps de réfléchir. Donc ça, c'est présenté comme lacunaire, et donc un support, là, quelque chose qui va compenser ça, ça va être une reprise d'études. Alors, paradoxalement, on sait beaucoup de travail, un travail en débordement, mais on se rajoute quelque chose, mais finalement, les journées n'auront toujours que 24 heures, et les semaines toujours que 7 jours, et ça veut dire qu'on va organiser les choses différemment pour reprendre ce qui aide ici à reprendre de la hauteur. Une autre chose, ça va être prendre de la distance.
c'est-à-dire s'impliquer dans autre chose que dans l'EHPAD, s'impliquer dans des activités extérieures, ça peut être faire de la formation, de l'enseignement, ça peut être faire du conseil, ça peut être faire des évaluations, ça peut être prendre des engagements extérieurs militants, s'engager dans une association professionnelle ou relié à la profession, avoir un mandat au prud'homme aussi. Ce sont des choses que j'ai rencontrées plusieurs fois. Donc il y a l'idée derrière de rééquilibrer le professionnel et le personnel. Prendre une activité sportive qui vous force à sortir plus tôt. Une directrice me disait « Ah, à moi, à 18 h, j'ai salle de sport et je m'y tiens. » Alors, dans la mesure des urgences, évidemment, mais en tout cas, tant que ça tient, on se le fixe. Et c'est quelque chose qui n'apparaît pas, enfin que je n'ai pas remarqué, en tout cas, beaucoup plus tôt. Ensuite, la troisième chose sont les mobilités entre EHPAD et entre secteurs, changer pour passer du privé à l'associatif, assez souvent, changer de groupe ou d'établissement. Et là, je le croise avec le questionnaire sur les mobilités que j'ai fait passer. En effet, 65% des répondants ont changé d'établissement, 46% ont connu au moins 2 secteurs, parmi le public, le privé à but lucratif et le privé à but non lucratif. Quatrième manière d'aller voir ailleurs, c'est une mobilité hiérarchique ascendante. On quitte l'établissement. Donc on devient 29% dans mon questionnaire des répondants avaient déjà occupé un poste à responsabilité plus haute que directeur ou directrice d'EHPAD. La cinquième, donc des mobilités vers une profession que j'appelle parallèle. Je dis parallèle parce que c'est pas une profession dans laquelle on s'en va, on reste bien relié à la direction, on reste relié à ce qu'on savait faire, à son parcours d'avant. Et notamment, il y a les directions de transition, les directions d'appui, avec des missions temporaires. Là, on n'est plus engagé non plus sur un établissement, mais même pas dans je vais dire dans une mission au long cours. Et là, on ne s'engage pas sur la durée, mais seulement pour une commande précise. Ça peut être apaiser le climat social, ça peut être remonter les taux d'occupation. Et puis la dernière chose, c'est des sorties. Et là, encore une fois, j'en ai pas eu beaucoup. Ce que j'ai remarqué dans les sorties, il y avait eu un retour à une ancienne profession, redevenir cadre de santé. Ça peut être garder une responsabilité spécifique, mais juste un point, comme la qualité, et devenir responsable de la qualité dans un groupe, ou avoir une autre chose aussi, un poste à responsabilité en communauté territoriale et sur un pôle autonomie, par exemple. Voilà sur ces diversités de parcours qui amènent, je dirais, à changer l'idée, en tout cas à nuancer l'idée que aller voir ailleurs, ça veut dire quitter la profession. Merci Christine. Alors, on pourra y revenir dans un temps d'échange à l'issue de la présentation. Je vois quelques questions qui commencent à arriver sur le chat. On vous donnera la parole. Avant d'arriver à la fin de cette séquence de présentation, quelques dernières questions qui vous ont été posées cet été dans notre questionnaire. On vous a demandé, c'était une question fermée, on vous a proposé 4 réformes qui arrivent dans le secteur et on vous a demandé parmi ces 4 réformes, laquelle vous paraissait la plus prioritaire, la plus importante. Vous avez été 37% à nous dire ce qui va compter maintenant, c'est la fusion des sections soins-dépendance. Et puis, vous avez été 23% à nous dire c'est la libéralisation des tarifs hébergement habilités, ce fameux tarif différencié. On voit que ça constitue un bloc de réformes en lien avec la santé financière des établissements, les équilibres économiques, fusion des sections soins-dépendance et tarifs hébergement. Et puis ensuite, en 2 derniers choix, vous avez cité le développement des formes d'habitat inclusif et les CRT. Donc, une volonté quand même de simplification, notamment sur les aspects financiers. Et puis, en lien avec ce que vous disait Christine, on s'est interrogé à vos attentes en termes de formation. Christine disait qu'il pouvait y avoir une attente
de retourner, de repartir faire des études aussi pour retrouver un intérêt intellectuel, de la réflexion plus approfondie, et bien sur les sujets de formation qui vous semblent nécessaires. En premier lieu, viennent les sujets autour de la qualité et de l'évaluation, puis de la gestion des finances et de la gestion budgétaire. Ces sujets-là sont aussi des sujets qui vous prennent du temps. On l'a vu un petit peu en début de présentation. Ce sont des sujets qui vous accaparent beaucoup de vos journées, sur lesquels vous avez besoin de formation. Vous dites aussi, ce qui serait intéressant, c'est d'être formé sur les modalités de partenariat, de négociation peut-être aussi avec les conseils départementaux et les ARS. Rappelez-vous, c'était la mission qui arrivait la dernière dans le temps que vous y consacrez, et aussi une mission qui ne semblait pas porter trop d'intérêt. Mais peut-être aussi que c'est une mission un peu méconnue, un peu éloignée des compétences premières des directeurs d'établissement, qui sont donc la gestion RH et plutôt la gestion financière. Et donc, en dernier, viennent dans ces besoins de formation, une formation à la communication et à l'animation des relations avec les familles, qui vous semble probablement plus naturelle et plus dans votre champ de compétences, et puis des formations commerciales qui, là, vous semblent aussi moins attendues. Donc, une nécessité de formation sur les sujets qualité, gestion, finance, c'est ce qu'il faut retenir. Et quel constat vous faites pour l'avenir? En premier lieu, vous nous dites, c'est plus de 8 répondants sur 10 quand même, qui nous disent ce qui va se passer dans l'avenir pour nous, c'est que les EHPAD vont devenir de plus en plus des lieux de soins qui vont accueillir des plus dépendants. Ça, c'est une préoccupation majeure. L'autre préoccupation qui est ressortie de cette question, c'est qu'il sera plus difficile encore de recruter des personnels soignants. Et on revient là sur une thématique RH qui a complètement traversé l'ensemble de vos réponses à ce questionnaire. Viennent ensuite d'autres constats. Les ARS et les conseils départementaux auront tendance à nous compliquer la tâche plutôt qu'à nous la faciliter. Il y a dans ce webinaire des conseils départementaux, n'hésitez pas à intervenir. Il sera essentiel que les EHPAD aient recours au numérique et à l'IA, on le sait, il y a beaucoup d'études qui sortent, nous-mêmes chez Planète Grise, on travaille sur ces sujets-là qui vous préoccupent. Et puis, les familles vont jouer un rôle de plus en plus important dans le fonctionnement des EHPAD. C'est une prise de conscience sur ces parties prenantes, comme on peut les appeler, en tout cas la place des familles et évidemment des personnes accompagnées dans le fonctionnement des établissements. Voilà ce qu'on pouvait vous restituer comme résultat de cette enquête, avec les éclairages de Christine et de Rémi. Il nous laisse maintenant, il nous reste un petit peu de temps évidemment pour échanger avec vous et entendre vos remarques et vos questions. Vous n'hésitez pas à lever la main ou poser des questions dans la conversation. On vous donnera la parole. Merci Cathy, merci Thomas, merci surtout Christine Valin et Rémi Ribière, parce que je trouve que voilà, on est vraiment au cœur de l'échange entre ceux qui sont les professionnels ici et puis vous. Parfois, les universitaires sont un peu sur une autre planète et vos commentaires, vos analyses ont montré que vous étiez véritablement là à éclairer le réel et en toute état de cause, ce webinaire et l'intérêt de vos analyses me fait penser qu'on a d'autres choses encore et d'autres événements à nouer autour de ce sujet-là. Vous êtes plus de 130 à être encore présents, c'est-à-dire quasiment personne n'est parti depuis le début, ça veut dire que ça doit être un petit peu intéressant. Ce qu'on vous propose, c'est tout de suite, puisqu'il nous reste encore un peu de temps, à la fois de poser les questions dans le chat, voire même de lever la main, et quand vous levez la main, on peut vous donner la parole, mais il faut pour ça qu'on débloque votre micro. Donc, soit vous mettez, soit vous avez un petit icône en haut, là, lever la main, pour qu'on puisse vous repérer. On a déjà une question. Quelle est la part des directeurs qui partent dans le handicap? Alors, quelle est la part des directeurs qui partent vers le handicap? Nous, en tout cas, de notre point de vue, on n'a pas, évidemment, une statistique aussi précise que ça, mais je crois que Christine, tout à l'heure, l'a évoqué. Je ne sais pas si elle-même, elle a une analyse un peu quantitative de cela, mais... Oui, alors ça, c'est une difficulté très importante pour faire une recherche sur les directeurs et directrices d'EHPAD, c'est qu'il existe très peu de statistiques
précise. Les seules données sur lesquelles je peux m'appuyer, c'est l'enquête EPA. Mais dans l'enquête EPA, il y a à nouveau un peu de choses vraiment sur les directeurs et directrices. Dans l'enquête EPA, les personnels de direction sont agglomérés avec d'autres personnels en plus. Et donc, ce genre de précision, là, des pourcentages, tout ça, à ma connaissance, mais là, non, je peux être plus affirmative que ça. Non, ça n'existe pas. D'accord. Alors, attendez, une autre question. Pour les reconversions professionnelles, qu'est-ce qui est le plus pertinent, Mesmos ou FCAFDES? Là, je ne sais pas si on a les réponses à des questions aussi précises. Christine, non, vous avez Non, des alors éléments? disons que moi, ce que je vois encore une fois, je ne juge pas enfin, je peux avoir des témoignages, je parle vraiment des témoignages des personnes. Ce qui me semble important, c'est de bien comprendre, enfin, ça paraît sans doute évident pour tout le monde ou pour beaucoup de personnes, c'est que selon son parcours, on n'aura pas besoin des mêmes formations. Et donc, la formation CAFDES aussi ou le master, ça va être des voies différentes selon par où on est passé, de quoi on a besoin et essayer de cibler. Ceci dit, n'importe quel master, théoriquement, peut suffire pour donner l'autorisation au moins de candidater pour un poste de direction. Alors, moi, j'ai été pendant 15 ans en responsabilité d'un master à Sciences Po de politique du vieillissement, qui était un master de formation continue. Et je me suis bien retrouvé dans ce que vous disiez. Nous, nos étudiants, ils avaient entre 40 et 55 ans. Et pour la plupart, soit ils venaient déjà du secteur, mais ils étaient plutôt infirmières, médecins, et donc ils n'avaient pas les notions de management, soit effectivement ils venaient de secteurs totalement différents, avec entre le trader qui était à Londres et qui dirigeait un EHPAD en France, jusqu'au commercial d'un labo pharmaceutique. Enfin, je me rappelle de parcours comme cela, parce que vraiment la quête de sens, en l'occurrence, apparaissait vraiment, comme vous le dites, vraiment, c'était j'ai bien gagné ma vie jusqu'ici, mais maintenant j'ai envie d'autre chose, quoi. J'ai envie d'avoir un métier qui ait du sens, plutôt. Voilà. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, moi je l'avais bien remarqué, en tout cas dans cette formation-là, à l'époque. Il faut informer les ARS et les CD de nos résultats, ben, vous avez bien raison. Donc on va de toute façon, les slides que vous a proposés là aujourd'hui sont comment dire, maintenant publics, on va pouvoir les faire circuler, mais le Zoom que nous sommes en train, je ne sais pas si on dit Zoom, le Teams, enfin en tout cas la visio qu'on est en train de mener est enregistré. Donc, avec l'accord des participants, mais vous voyez, je crois qu'on l'aura, on pourra rendre public ce débat et les ARS-CD qui n'ont pas pu participer à ce débat pourront peut-être visionner voilà, l'heure qu'on vient de passer ensemble. Mais de la même façon, on regardera avec Christine Valin et Rémi Rivière, pour être totalement transparent, avec eux, on se connaît depuis quelques semaines à peine, quoi, hein. Bon, on a noué relation justement pour préparer ce webinaire, et le caractère absolument passionnant de leur analyse nous laisse augurer que peut-être on peut ensemble faire une note qui sera plus complète, une note d'analyse de ces résultats. On verra comment on peut faire ça, mais en tout état de cause, il faut absolument mettre à profit leur savoir et leurs analyses. Et donc, voilà, ce n'est que la première pièce du puzzle aujourd'hui, mais vous avez raison, il faut que les ARS, les CD aient parfaitement conscience de qui ils ont en face d'eux. Et j'ai vu d'ailleurs dans les participants qu'il y a des représentants de certains ARS ou départements, mais on fera circuler à d'autres. Si je peux préciser peut-être, Allez-y. c'est dans le public, certes, et ça, il me semble que s'il y a un intérêt à ces recherches-là, ça va être vraiment pour tous les recruteurs, je dirais, de bien comprendre à la fois les trajectoires et de bien connaître aussi le métier dans son quotidien, dans ce qu'il a de plus intime aussi, hein, puisqu'on est bien entre le personnel et le professionnel aussi toutes les fois qu'on va au travail, pour améliorer les conditions de travail et faire en sorte que des professionnels qui ont des aspirations à cette profession et qui sont en forme aussi et dont l'appétence est nourrie
au long de la trajectoire, qu'il reste, parce qu'on en a besoin, une projection de l'adresse, part du nombre de résidents qui va passer de 2019 à 2050 de 650 000 à 930 000 résidents. Ça veut dire que la courbe de recrutement des directeurs et directrices va devoir être ascendante également. Donc il faut non seulement des personnels suffisamment nombreux, mais des personnels aussi qui aient envie d'y être et qui aient envie d'y rester. Absolument. Alors, il y a d'autres questions ou commentaires, hein, ce n'est pas que des questions. Il y en a donc une grande proportion de directeurs veulent jeter les gants, mais peu le font. Qu'est-ce qui les retient finalement? Bon, peut-être de trouver un autre travail. Ce n'est pas toujours évident de changer de carrière à 40-50 ans. Mais voilà, ça c'est une première question. Une deuxième, ce serait intéressant d'avoir les retours de ceux qui sont partis des EHPAD vers le handicap ou le sanitaire, de ce qu'ils ont réellement constaté. Il y a une vision fantasmée des autres secteurs lorsqu'on est en EHPAD qui tombe souvent à l'épreuve de la réalité des autres secteurs avec des difficultés RH semblables. Oui, c'est sûr que voilà, si vous êtes directeur d'EHPAD et que vous devenez boulanger, vous verrez que, ou restaurateur, vous verrez qu'il y a aussi une crise de recrutement, mais y compris dans le secteur du handicap et le secteur sanitaire, évidemment, on est confronté à d'autres difficultés. Donc, vous avez raison, le syndrome de l'herbe est plus verte ailleurs n'est souvent pas vérifié. À la lumière des résultats de cette enquête, avez-vous une idée du temps qu'il faut aujourd'hui pour recruter un ou une directrice d'EHPAD? Ça, c'est une question intéressante. Je ne sais pas si Rémi ou Christine, vous avez des éléments, mais il y a quelques DRH parmi nos participants qui en ont peut-être, hein. Et voilà, quels sont selon vous les leviers pour lutter contre le blues du directeur d'EHPAD? Bon, là, effectivement, c'est une question qui est à la fois pertinente et en même temps sans réponse immédiate, je pense. Merci pour ça. Les slides seront-ils envoyés aux participants d'aujourd'hui? Oui, hein, c'est même la première chose qu'on fera quand on aura terminé ce Zoom, c'est qu'au moins à vous, à qui on a les adresses mail, on vous envoie ça dans l'heure qui suit. Comme ça, vous aurez ces slides. Voilà. D'autres commentaires peut-être, Christine, Rémi, sur les questions qu'on vient de poser? Ou même, je le redis, hein, à des gens qui veulent prendre la parole parmi les 120 personnes qui sont encore là, levez la main et on vous donne la parole pour que vous puissiez parler. Mais sinon, Christine, Rémi. Juste sur la question du blues, en fait, c'est le fait de s'épanouir dans son travail, dans son activité de direction, ça repose sur des choses qui sont, qui sont pas si compliquées que ça dans la mesure, mais qui sont en fait très très difficiles à mettre en place. C'est le fait d'avoir, souvent c'est le terme les pattes qui roulent ou qui tournent. Vous savez, c'est cette idée que les équipes elles sont autonomes, que il y a une bonne proportion voilà, de titulaires et que même à côté, pour les personnes qui vont venir en remplacement, il y a un pool de remplacement qui a été, de personnes qui connaissent l'établissement qui a été constitué. Il y a une équipe de direction qui est complète aussi, ça c'est très important. Le fait éventuellement d'avoir un adjoint, une adjointe, d'avoir un médecin coordonnateur voilà, qui est vraiment partie prenante de la gestion de l'établissement. C'est des choses qui sont fondamentales et qui sont voilà, fondamentales pour la qualité de vie au travail des directeurs, mais c'est des choses qui sont voilà, assez difficiles à maîtriser, qui demandent beaucoup de temps et qui parfois effectivement, selon le lieu, selon la région de l'établissement, selon les difficultés de recrutement, selon l'historique de l'établissement aussi, évidemment, c'est très difficile d'avoir des équipes qui sont en confiance si, je ne sais pas, il y a eu 4 directions qui se sont enchaînées en un an parce que voilà, c'était trop compliqué. Donc, en fait, c'est à la fois des choses qui sont simples et qui sont vraiment ancrées dans la réalité du travail lui-même. Il n'y a pas forcément de solution extérieure magique, mais voilà, c'est des choses qui prennent du sont aussi des expériences et qui dépendent aussi de circonstances extérieures et du contexte, quoi. Moi, je veux bien redire juste ce petit point, qu'est-ce qui retient là aussi le fait de travailler sur les parcours de vie et d'aller voir autant la dimension professionnelle que la dimension personnelle. Voilà, souvent, le fait qu'on ne parte pas, ça se situe dans des raisons au carrefour entre les deux. Lorsque j'apprendrai rien à personne, on a des enfants qui font des études, mais il faut aussi avoir un salaire, enfin 2 salaires à la maison. Il y a tous ces facteurs-là qui entrent en compte.
Bon, c'est vraiment une des réponses parmi tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment croiser les choses. C'est jamais une seule chose, ça va bien être au carrefour de tout cela. Qu'est-ce qui retient? Et alors ça, c'est une question intéressante et encore je vais répondre un peu différemment. Je viens de l'éducation nationale et j'ai été pendant 7 ans dans l'encadrement. J'étais inspectrice de l'éducation nationale, donc j'ai connu ces fonctions-là de direction, de l'intérieur aussi. Et le fait de se dire, j'ai pu moi aussi certains jours me dire, certains matins où ou fin de journée où tout avait été compliqué, où rien du tout de ce qui était prévu n'avait fonctionné, j'ai pu me dire aussi, je vais quitter ma profession, je vais faire autre chose. Et puis finalement, il y a tout un cheminement intérieur. Alors, c'est quelque chose dont je vais parler beaucoup parce que les directeurs et directrices m'en parlent beaucoup. Il y a tout un chemin lié au professionnel qui sera un chemin, on peut dire, d'accomplissement personnel aussi, qui font que finalement, devant les résistances, il y a cette dimension de franchir les épreuves et en ressortir un plus grandi, ça peut être ça aussi. Donc, on ne quitte pas facilement aussi sa profession parce que finalement, on est sur un chemin et un chemin dans lequel on se nourrit, dans lequel il y a beaucoup de rencontres. Ça, c'est pour les directeurs et directrices, c'est quelque chose d'extrêmement présent aussi. J'ai vu passer tout à l'heure un commentaire sur le collectif de travail. Ça va faire partie des choses qui tiennent aussi à un établissement quand on a un petit comité de direction qui fonctionne bien, où c'est professionnel, mais n'empêche qu'on sait qu'on peut, le directeur ou la directrice prendra la décision seul, mais il sera accompagné dans sa décision, sa prise de décision, dans sa réflexion par un groupe comme ça. Ça, ce sont des choses qui font que ça tient aussi. Merci. Alors, effectivement, c'est Virginie qui parlait du collectif de direction qui peut se retrouver dans des GCSMS, par exemple. Je ne sais pas à quel point les directeurs du public se retrouvent dans le cadre de GCSMS. Ce qui était étonnant tout à l'heure, c'était cette espèce de contradiction entre des directeurs d'associations, par exemple, des directeurs qui étaient à l'intérieur d'un groupe. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils sont à l'intérieur d'un groupe qu'il y a beaucoup d'échanges entre les directeurs d'un même groupe, groupe associatif ou groupe commercial. Donc on voit bien que la notion de groupe n'est pas forcément comment dire, un empêcheur de solitude dans l'exercice de son métier. Il y a Cécile Binet, je crois, des Landes, qui vous a mis un petit... Alors j'ai pas compris si c'était une personnelle du département, je crois que... Bon, vous avez dans le chat un lien qui a été mis par elle sur une expérience sur l'attractivité, que je retrouve ça, voilà, attractivité du métier des Landes. Au département des Landes, nous avons intégré cette dimension dans la feuille de route dédiée à l'attractivité des métiers. Il existe un axe management avec des actions à l'attention des directeurs. Donc là, vous avez un lien que vous pouvez actionner si vous le souhaitez. Il y a Patricia qui dit que EHPAD ou maison d'accueil spécialisée, les problèmes sont partout, hein, donc effectivement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais qui parle aussi de la question de la QVT, la qualité de vie au travail. Effectivement, dont on parle beaucoup pour les salariés et parfois peut-être un peu moins pour les directeurs qui sont parfois peut-être effectivement servis en dernier sur ces questions-là, alors qu'on a vu tous les problèmes qui pesaient sur leurs épaules. J'espère que je n'oublie pas d'autres. Oui, le département des Landes, et je suis doctorante en sciences de gestion. Ben voilà, vous avez un double talent. Écoutez, Cécile Binet, et vous êtes en CIFRE au sein du département pour travailler sur l'activité RH. Très bien. On va vous mettre en relation avec Christine et Rémi parce que vous avez peut-être plein de choses à voir ensemble pour vous. Voilà. Oui, et puis Virginie Monaco qui nous parle de l'exercice multisite. Alors ça, c'est pas si fréquent que ça, mais enfin, il y a quand même un nombre de directeurs. Peut-être que Rémi, vous avez une idée là-dessus. Est-ce que vous avez eu dans vos comment dire, contacts, les gens que vous avez rencontrés, des gens qui sont doublement stressés parce qu'en plus, ils ont plusieurs sites en même temps à gérer. Peut-être que il y a le sentiment d'être débordé encore un peu plus ou voilà. Dites-nous, Rémi. Alors, sur la question du multisite, ça allait un peu avec cette notion de concentration économique que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, on va être amené de plus en plus à avoir des regroupements d'établissements, même s'il y a encore
beaucoup d'établissements autonomes, publics notamment. Et donc, cette notion de multisite, le multisite va vraiment devenir une condition de plus en plus commune, avec aussi des questions qui se posent sur est-ce qu'on parle de multisite, est-ce qu'on parle de direction commune, c'est quoi la délégation de responsabilité aussi entre les directions qui sont à la tête d'un établissement dans la direction commune et la personne qui est à la tête de l'ensemble. Donc, c'est des choses sur lesquelles enfin voilà, il faut attendre que le temps passe un peu, mais je pense que, enfin, d'après ce que j'ai entendu, c'est à la fois des difficultés en plus, puisqu'effectivement, on connaît moins les équipes. Alors, souvent, ce qui est pratiqué, c'est le fait de changer d'établissement régulièrement, d'aller travailler dans un établissement, puis dans la semaine, d'aller au moins faire un tour dans les autres établissements, voire de se déplacer un jour par semaine, voilà, et qui permet de garder cette proximité. Ça passe évidemment par la construction d'une relation de confiance avec les personnes qui vont être responsables de sites, mais il faut aussi voir que les établissements multisites, c'est aussi quelque chose qui vient redonner du sens. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans le même établissement depuis longtemps avec les mêmes équipes, il peut y avoir une sorte de lassitude, des tensions aussi, puisqu'en fait on est un peu confiné, on se sent un peu, puis surtout il y a cette notion de l'isolement aussi dans un établissement, et le fait d'aller vers un modèle multisite, ça permet aussi de se donner un bol d'air, d'avoir accès peut-être à un management un peu plus stratégique. Mais voilà, ça repose beaucoup sur la qualité et la relation avec les responsables de site, évidemment, puisque c'est ceux qui vont être les nouveaux cadres de proximité. Mais ça pose la question, hein, puisque ça pose aussi la question de la reconnaissance que va obtenir le terrain, puisque effectivement, si la personne en responsabilité est plus loin, voilà, il faut se poser des questions. Dans le secteur social, il y a maintenant des services qui sont gérés non plus par des directeurs, mais par des chefs de service. Et effectivement, c'est plus le même pouvoir. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Malheureusement, j'ai pas encore énormément de réponses. Alors, est-ce que ça donne des difficultés en plus? Oui, bien sûr, mais c'est aussi voilà, un choix parfois de certaines personnes de se diriger vers cette configuration-là, quoi. Mais écoutez, Virginie, en tout cas, elle trouve que elle est plus dans le double stress que dans le double bol d'air. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour l'ensemble de ces échanges. Il est 10h57, on vous avait promis de vous libérer à 11h. Certains sont déjà partis devant leur codir, vous voyez, comme quoi voilà, on revient à l'agenda quotidien des directrices et des directeurs. Merci beaucoup Christine Valin, merci beaucoup Rémi Ribière. Évidemment, merci à Cathy et Thomas pour nous avoir présenté cette enquête. Et la seule conclusion, au fond, qui vaille, c'est que le sujet est absolument passionnant. Et si on en avait un doute, on ne l'a plus 1h30 après. Et que donc, il faut absolument que, de notre côté, on va regarder ça tous ensemble, on ait une production qui vous permette de nous lire et d'aller plus loin sur cette étude. Là, on avait un webinaire pour défricher un peu la question, mais vraiment, ça laisse tellement de terrain d'études que je pense que, vous le savez, chez nous, il y a les assises, les EHPAD, du domicile. Bon, on a aussi le think tank Matière Grise qui produit un certain nombre d'études. Et je pense que la conclusion de ce webinaire, si je puis me permettre, en collaboration avec Christine et Rémi, c'est qu'il faut absolument qu'on transforme cette enquête en une petite note qui n'aura pas la qualité des travaux universitaires de nos deux doctorants, mais qui sera peut-être une petite note de synthèse à la fois de l'enquête, à la fois des réflexions de nos amis universitaires. Mais je pense que sur ce sujet-là, on a intérêt à vous transmettre et à transmettre à l'ensemble des pouvoirs publics d'ailleurs l'état des lieux de la profession qui est la vôtre. Merci à vous, merci à nos deux intervenants et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. À bientôt.